Euh, LSJPA et travail policier. Chloé et Jean-Pierre vont vous le présenter tout de suite après, mais l'évaluation du risque, on va l'appeler encore comme ça pour une minute ou deux, par la police, c'est vraiment différent de ce qui se passe après l'intervention policière, la plupart du temps. Donc, c'est difficile de faire des généralisations, mais je vais essayer de le faire quand même. Euh, Ce qu'on voit beaucoup, en fait, le plus visible, c'est l'évaluation du risque en matière de violence conjugale. Donc, il y a certaines organisations policières au Canada, au Québec, qui ont des grilles d'évaluation du risque là, que les patrouilleurs peuvent remplir. C'est probablement ce qui se rapproche le plus de ce qu'on entend par évaluation du risque. Mais je vous dirais que c'est vraiment pas dans la majorité des types de crimes. Le plus souvent, en fait, ben, l'évaluation du risque va se faire soit très rapidement, dans un contexte d'urgence, dans un contexte assez tendu. Donc, on va parler d'emploi de la force. Donc, c'est pas quand, par exemple, quelqu'un se fait attaquer avec un couteau qu'on peut réfléchir très calmement au risque encouru. Donc, ça, c'est un contexte qui est assez fréquent. Donc, on va parler, pour l'emploi de la force, on va parler d'opérations planifiées, puis opérations, on va les appeler moins planifiées. Donc, c'est probablement le contexte où il y a le plus d'évaluation du risque qui est faite. Sinon, l'autre contexte, ben, c'est dans un contexte presque de santé mentale. Donc, c'est le délirium agité qui est c'est pas un diagnostic reconnu, là, mais c'est une notion avec laquelle les policiers sont très à l'aise. Donc, ils interviennent souvent dans ces contextes-là. Donc, c'est probablement ce qui se rapproche le plus de l'évaluation du risque en contexte policier. Donc, j'ai repris une définition assez courante là, de l'évaluation du risque pour dire, ben, c'est quoi? C'est cerner les dangers, les facteurs de risque qui pourraient causer un préjudice. Donc, souvent, c'est soit aux policiers ou à d'autres, ou même au sujet de l'intervention lui-même, par exemple dans le cas d'une crise suicidaire. Donc, d'analyser, d'examiner le risque associé au danger, de déterminer des moyens appropriés pour éliminer le danger ou pour maîtriser le risque lorsque le danger ne peut pas être éliminé. Donc, pourquoi je l'ai laissé là? C'est parce que souvent, l'évaluation du risque, contrairement à ce qu'on va voir ailleurs dans le système, va se faire après coup, donc en vue de futures interventions. Donc, c'est probablement là que je vais arrêter de parler d'évaluation du risque pour plutôt parler de pouvoir discrétionnaire. Donc, qu'est-ce que c'est? En gros, ben, c'est encadré par la loi dans certains endroits, par exemple au Canada, mais c'est l'autonomie dans le cadre du travail. Donc, c'est pas particulier aux policiers, donc on va le retrouver dans plusieurs milieux. Donc, qu'est-ce que les policiers, ben, qu'est-ce que les travailleurs ont le droit de faire dans le cadre de leur fonction? Qu'est-ce qu'ils n'ont pas le droit de faire? Ça implique une prise de décision. Donc, les travailleurs vont se mettre en tête qu'il faut effectivement prendre une décision, puis essayer de prendre la décision la plus optimale dans les circonstances. Donc, en particulier pour les policiers, excusez, vous allez voir la référence éventuellement. Euh, en particulier pour la police, on distingue souvent différents types de pouvoirs discrétionnaires. On va parler d'enregistrement des infractions. On va parler du contexte d'arrestation. Est-ce que souvent les policiers ont la latitude d'arrêter ou non un individu? Donc, ici, j'ai parlé de violence conjugale parce que c'est probablement une exception. Donc, la marge de manœuvre des policiers est beaucoup moindre dans ce contexte-là. Usage de force, type d'intervention, encore une fois, des interventions très encadrées, mais il y a effectivement une prise de décision à faire. Donc, émission de constat d'infraction, est-ce que je donne un constat ou non? Nichols, moi, je le mets dans toutes mes présentations sur le pouvoir discrétionnaire. J'aime beaucoup ce texte-là. Nichols va distinguer différents types de pouvoirs discrétionnaires, dont la capacité d'identifier et de documenter les événements criminels et non criminels. Donc, lui, il va parler de la discrétion d'enregistrement. C'est de ça dont il va être question aujourd'hui. Donc, je vous invite à lire son texte si le cœur vous en dit. C'est une dizaine de pages, ce n'est pas très long. Ensuite de ça, bon, la référence apparaît. Je voulais aussi préciser, je ne suis pas un spécialiste de la LSJPA. Je m'intéresse plutôt à
l'utilisation du pouvoir discrétionnaire par la police. Donc, la LSJPA est un petit peu un prétexte pour étudier autre chose. Donc, c'est dans ce cadre-là que j'ai mené différentes études sur la LSJPA, mais clairement, si je dis quelque chose qui n'est pas exact sur la LSJPA, tenez-moi pas trop rigueur, c'est très possible. Donc, n'hésitez pas à me corriger si au besoin. Puis, ce qui a été observé dans différentes études, en fait, c'est que le pouvoir discrétionnaire, de façon générale, avait tendance à diminuer, soit par le biais de législation plus serrée, ou carrément dans les pratiques, ce qui est le cas au Québec pour la violence conjugale, là, mais ça a tendance à diminuer, à se resserrer. Donc, de moins en moins souvent, on va avoir des décisions qui sont clairement discutables. C'est beaucoup plus encadré. À peu près tous les aspects de l'intervention policière sont encadrés. Donc, on navigue dans ces eaux-là. Donc, puis encore une fois, je ne suis pas un spécialiste de la LSJPA, mais ce que je comprends, c'est qu'avant, sous la loi sur les jeunes contrevenants, le policier avait un certain rôle, mais un rôle plutôt automatique, disons. Il n'y avait pas beaucoup de prise de décision à y avoir. Donc, par exemple, un jeune contrevenant ou un jeune commettait une infraction, le policier complétait la procédure, puis transférait le dossier au reste du système judiciaire. Dans les faits, ça n'a pas toujours été ça, mais c'est ce qui était prévu par la loi. La LSJPA a voulu modifier ça pour que le policier ait un rôle, ait une décision à prendre dans le processus judiciaire pour les adolescents. Donc, depuis, en théorie, sous la LSJPA, quand il y a un jeune qui est impliqué dans une infraction, le policier a, selon la loi, un pouvoir de décision. Puis c'est ce qui m'a intéressé le plus là, dans le cadre des travaux que je vais vous présenter après. Donc, la chaîne reste la même, c'est juste l'importance du policier ou la possibilité de prendre des décisions qui a changé dans ce changement de loi-là. Donc, ici, je mets l'emphase sur 3 choses. Donc, la première, c'est que l'étude porte sur Montréal, qui n'est probablement pas le contexte de partout dans la province. J'en suis très conscient. Puis, même si vous avez des commentaires là-dessus, à la fin, je vous invite à les faire. Là. Deuxième commentaire, je pense que Denis Lafortune en a parlé ce matin, mais l'étude portait sur 2003 à 2010. Ça commence à dater. Pourquoi 2003? C'est à cause du changement de loi. Puis pourquoi 2010? Puis pourquoi pas l'avoir mise à jour? Je vous dirais que c'est probablement par manque de temps plus que d'autres choses. Ça pourrait effectivement être une étude à mettre à jour, éventuellement. Puis la troisième chose, c'est que Camille Faubert, qui a maintenant un doctorat en criminologie, je la félicite, a fait son mémoire sur ça, sur l'application de la LSJPA à Montréal. Donc, ce que je vais vous présenter, c'est un très gros dérivé de ses travaux à elle. Éventuellement, si vous cherchez de la littérature sur ça, cherchez plutôt Camille Faubert. C'est elle qui est première auteure de tout. Donc, je la remercie de l'emprunt d'aujourd'hui et de l'emprunt dans plusieurs autres circonstances, mais ça, c'est un tout autre sujet. Donc, c'est quoi le contexte de l'étude? C'est que les policiers sont les premiers intervenants du système judiciaire. J'aime bien dire que c'est les gardiens du système judiciaire. En gros, c'est eux qui ouvrent la porte, les bouncers du système. C'est eux qui ouvrent la porte. Si les policiers n'ouvrent pas la porte, il n'y a juste pas d'implication du système judiciaire dans l'immense majorité des cas. Il y a des exceptions, mais de façon générale, c'est les policiers, les gardiens du système judiciaire. Par conséquent, ils ont un impact très important sur le processus judiciaire. Donc, oui, c'est enclenché ou non, ça ne l'est pas, mais aussi comment ça se déroule. C'est très important. Donc, pour la suite, c'est important de comprendre le rôle des policiers dans le processus.
Puis la tradition, là, c'est vraiment que les policiers, autant que le reste du système judiciaire, là, mais que les policiers en particulier ont une volonté de prévenir la délinquance et pas nécessairement de punir la délinquance. Donc, c'est vraiment dans cette optique-là qu'on voyait, qu'on a regardé le travail policier. Il faut se remettre, je connais pas l'âge de tout le monde, là, mais il faut se remettre dans le contexte de l'adoption de la nouvelle loi là, en 2003, si je ne me trompe pas. Il y avait quand même certaines craintes au fait de donner du pouvoir ou de l'autonomie à des policiers, peu importe c'est qui, là, mais à ajouter de l'autonomie à un système qui n'en avait pas beaucoup jusqu'à maintenant. Donc, il y avait certaines craintes qui avaient été formulées. Il y a eu relativement peu de travaux empiriques là-dessus. Donc, on dépassait rarement le stade de oui, mais c'est possible que telle chose arrive. On dépassait rarement ce stade-là pour arriver à vérifier si effectivement les craintes ont été observées. Donc, c'est ce qu'on a voulu faire avec cette étude-là. Encore une fois, beaucoup de généralisations, c'est plus subtil que ça, mais j'aime bien garder les choses simples. Donc, quand un adolescent ou une adolescente commet une infraction ou est impliqué dans une infraction, il y a toujours la possibilité qu'il n'y ait aucune mesure. Donc, que les policiers arrivent, mais que ça s'arrête là. Ça, pour un chercheur, c'est un cauchemar. C'est impossible à mesurer ou très difficile à mesurer. Donc, moi, je vous dirais qu'on très rapidement, là, avec Camille en particulier, on a oublié ça. Donc, on a négligé cet aspect-là. C'est clairement une limite, mais c'est un cauchemar de chercheur. Sous la LSJPA, les policiers, pour certaines infractions, peuvent décider d'opter pour des mesures extrajudiciaires, donc l'avertissement leur envoie un programme de justice alternative, ou de suivre la voie, disons, traditionnelle, là, qui serait les mesures judiciaires, et donc dénoncer l'infraction et par conséquent le jeune ou la jeune au système judiciaire, donc de suivre vraiment la voie traditionnelle. Puis c'est ce qui nous intéressait, donc je vais en reparler un petit peu après, là, mais en premier lieu, on voulait savoir dans quel contexte c'est possible de faire ce choix-là, de prendre cette décision-là. Donc, c'est pour ça qu'il fallait vraiment restreindre à un corps de police avec des politiques précises. Parce que c'est pas tout le monde. Puis là, malheureusement, je suis pas accompagné aujourd'hui, mais c'est pas toutes les organisations policières qui fonctionnent exactement de la même façon pour un ensemble de raisons. On pourra discuter par la suite. Donc, nous, ce qui nous intéressait vraiment, c'était qu'est-ce qui fait qu'on va y aller pour des mesures extrajudiciaires plutôt que des mesures judiciaires, dans quel contexte on peut le faire, puis quels facteurs sont associés à ça. Donc, ça, je vous l'ai déjà dit. La littérature nous apprend que la décision, mesure extrajudiciaire ou mesure judiciaire, ou en fait, de façon plus large, que toutes les décisions policières s'inscrivent grosso modo dans où on peut les expliquer avec quatre grandes familles de facteurs. Donc, le premier, c'est le plus évident, c'est les caractéristiques de la situation qui ont un impact sur la décision policière, évidemment. Donc, le plus facile, c'est probablement de prendre un exemple d'emploi de la force. S'il y a un niveau de résistance très important, par exemple, qu'un sujet attaque quelqu'un, donc que ce soit un policier ou autre, évidemment, la situation fait qu'une réponse par la force est beaucoup plus facile à expliquer. Donc, c'est ça que je veux dire par situation, c'est vraiment des caractéristiques de la situation. Puis, la littérature nous dit que c'est ça qui prime dans la plupart des décisions policières. Il y a certains travaux, il y en a beaucoup moins, mais certains travaux qui suggèrent qu'il peut y avoir des différences entre les organisations. Je vous dirais que ça, c'est des travaux plutôt américains où il y a, comme je le dis toujours, il y a 18 000 organisations policières aux États-Unis. Il y a 18 000 façons de fonctionner, ce qui n'est pas du tout le cas au Canada, puis en particulier au Québec. Là, il y a une trentaine de corps de police. Donc, on n'est pas du tout dans la même ligue, pour reprendre une expression anglophone. Mais il y a eu des travaux qui ont montré que les directives, les politiques
organisationnelle pouvait avoir une influence sur les décisions qui étaient prises par les policiers. Pas trop surprenant, mais qu'effectivement, ça avait été observé. Ensuite de ça, certains travaux, pas tant que ça, observent des différences entre les policiers. Donc, le grand classique, c'est des différences en fonction de la formation académique. Ce qui est moins une préoccupation au Québec, je vous dirais, parce que c'est beaucoup plus standardisé. Mais encore une fois, dans plusieurs pays, il y a des grosses différences. Donc, par exemple, avoir un policier qui a, pour reprendre nos diplômes québécois, là, qui a un secondaire 5, est-ce qu'il prend les mêmes décisions que quelqu'un qui a un doctorat en psychologie? Donc, la réponse, selon ces travaux-là, c'est non. Et finalement, toutes les études sur le profilage là, vont s'intéresser au sujet des individus, donc vont s'intéresser à différentes caractéristiques qui sont, pour prendre le langage de recherche statique, là, des choses qui ne changent pas, ou en tout cas qui ne sont pas aussi dynamiques que la situation elle-même. Donc, moi, je vous dirais, les caractéristiques situationnelles, de façon générale, c'est pas mal ce qui est souhaité. C'est que la décision policière reflète les caractéristiques de la situation. On s'y attend intuitivement, mais c'est aussi ce qui est souhaité. Peut-être ce qui est souhaitable, ça, c'est une autre discussion. Mais ce qui est soupçonné par beaucoup, c'est une certaine forme de profilage ou le fait que les caractéristiques individuelles des sujets de l'intervention influencent ce que les policiers vont faire. Donc, là, ça reste encore au stade de l'hypothèse, mais je vous dirais que c'est probablement les deux sphères qui sont les plus étudiées, puis c'est ce qu'on a étudié nous-mêmes par la suite. Donc, qu'est-ce qu'on avait fait dans cette étude-là? En sciences sociales, vous le savez très bien, là, mais tout est un peu mélangé. Donc là, ce qui nous intéressait en premier, c'était l'impact des caractéristiques individuelles sur les mesures extrajudiciaires, individuelles et situationnelles, pardon. Donc, qu'est-ce qui peut avoir une influence sur les mesures qui sont prises, tout en sachant que ces mêmes caractéristiques-là peuvent aussi avoir un effet sur la récidive effective. Donc, il y a des gens qui ont certaines caractéristiques qui font qu'ils sont plus susceptibles de récidiver ou non. Puis il y a des gens qui sont dans des contextes ou dans des situations qui font qu'ils sont plus susceptibles ou non de passer à l'acte. Donc ça, on était très conscient de ça. Puis éventuellement, ce que tout le monde voulait savoir, puis ce que tout le monde veut savoir encore, c'est est-ce que le type de mesures qui sont données à l'adolescent est associé à sa récidive personnelle. Donc, en gros, ce qu'on veut, c'est une mesure qui, évidemment, réduit la récidive. Donc, dans le cadre de sa recherche, c'est de la recherche de Camille, c'est ce qui l'intéressait. Aujourd'hui, je vais me focusser ou me concentrer beaucoup plus sur la première hypothèse, là, sur les caractéristiques associées aux mesures extrajudiciaires. Donc, on s'est posé un certain nombre de questions, pardon. En particulier, on s'est demandé c'était quoi la proportion de déjudiciarisation. Ça a l'air étrange comme ça, mais en gros, on ne le sait pas trop. Donc, on ne sait pas quelle forme ça prend, on ne sait pas si c'est une vue de l'esprit. Donc, on se dit, personne n'est contre la vertu, donc on va mettre de l'avant un programme de déjudiciarisation, mais si personne l'utilise, on n'est pas plus avancé. Donc, c'était vraiment notre première question assez de base. Ensuite de ça, comme je vous le disais, on regardait dans le temps, l'évolution dans le temps, donc de 2003 à 2010, comment ça a bougé. Les facteurs qui étaient associés au fait de recourir à des mesures extrajudiciaires ou non, mais aussi est-ce que certaines caractéristiques sont associées au fait d'aller vers un avertissement plutôt qu'un renvoi. Donc, c'est vraiment ce qui nous a intéressé le plus dans le cadre de cette étude-là. Je vais passer rapidement sur la méthodologie. Comme ça a été mentionné, je suis chercheur, moi je l'aime, cette diapo-là, mais je suis très conscient que la plupart des gens ne sont pas des passionnés de métaux. Donc, ça provient, on a utilisé des données officielles, donc il fallait que ce soit enregistré quelque part. Donc, ça nous a donné un petit peu plus que 14 000, comme je vous le disais, nous, on voit ça comme des décisions judiciaires. Donc, 14 000 décisions judiciaires qui ont été prises par les policiers de Montréal face à des adolescents entre 2003 et 2010.
Ça, je vous l'avais promis, il y avait des politiques très claires sur dans quelle situation, dans quel contexte les policiers pouvaient effectivement avoir recours aux mesures extrajudiciaires. C'est en partie dans la loi, mais le SPVM avait précisé là, la liste des infractions admissibles. Puis, ben, finalement, ça, je ne vous l'ai pas dit, là, ben, on a fait des analyses statistiques ben, plus ou moins sophistiquées, dépendant des cas. Donc, déjà, sur à peu près 14 000 cas, on voit qu'il y a presque 60 % des cas qui menaient vers des mesures extrajudiciaires, ce qui est une bonne nouvelle, là, des cas admissibles. Ensuite de ça, ben, les avertissements représentaient un autre, ben, en tout cas, une autre très grosse partie là, des mesures extrajudiciaires qui étaient effectivement prises. Les renvois étaient beaucoup plus rares, donc il ne faut pas se le cacher. Là, Montréal a quand même un certain nombre d'organismes, ce qui n'est pas la réalité de toutes les organisations policières au Québec. Donc, il y avait quand même une possibilité de recourir à des renvois, mais les policiers dans notre échantillon là, de 2003 à 2010 avaient plutôt recours à l'avertissement formel, disons. Ce n'était pas un avertissement verbal du genre « recommence plus », c'était vraiment l'avertissement formel. Puis, on a été dans l'impossibilité de déterminer la nature exacte de la mesure extrajudiciaire. On savait juste qu'il y avait eu une mesure extrajudiciaire qui avait été utilisée, mais dans à peu près le tiers des cas, là, on ne savait pas exactement ce qui avait été fait sur la base des données policières. Donc, si on avait fait le même type d'exercice avec les données, par exemple, de la Cour, on aurait pu le préciser, mais là, on ne l'a pas fait pour plein de raisons. Donc, on est à peu près dans ces zones-là. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que la majorité du temps, c'est des mesures extrajudiciaires. L'immense majorité du temps, ça se traduit par un avertissement et non pas par un renvoi. Comment ça a varié dans le temps? En gros, c'était à peu près stable pendant plusieurs années, mais on commençait déjà en 2010 à observer une baisse du, ce que j'ai appelé le taux de déjudiciarisation, là, mais une baisse du recours aux mesures extrajudiciaires. Est-ce que ça s'est poursuivi par la suite? Je ne pourrais pas vous répondre. Vous êtes fort probablement mieux placé que moi pour le dire. Je vous l'avais mentionné, ce qui nous a intéressé le plus, c'était les facteurs qui étaient associés au fait de recourir à des mesures extrajudiciaires plutôt que judiciaires ou plutôt qu'une dénonciation en justice. Le tableau qui s'en vient, c'est des petits plus, des petits moins, le signe égal. Là. Donc, plus, quand c'est indiqué plus, ça veut dire qu'il y a plus de chances d'avoir obtenu des mesures extrajudiciaires. Le contraire, quand c'est écrit moins. Puis quand il y a deux signes, ça veut dire qu'il y a vraiment beaucoup plus de chances d'avoir obtenu des mesures extrajudiciaires. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'il n'y a aucune des variables qui est associée à 100% de chance. On n'a pas une prédiction parfaite dans aucun cas. C'est un ensemble de facteurs qui peuvent influencer ou qui semblent influencer le recours aux mesures extrajudiciaires. Donc, n'ayez pas trop peur du modèle ou des modèles. Donc, le modèle 1, c'était sur les crimes contre la personne. Ce qu'il faut retenir, c'est que c'était principalement les voies de fait. Donc, au SPVM, à cette époque-là, lorsqu'un adolescent était impliqué dans un événement où il y avait eu des voies de fait, là, il pouvait y avoir une décision de recourir à des mesures extrajudiciaires ou non, mais pas dans d'autres types d'infractions. Puis le modèle 2, c'est sur les crimes contre la propriété. Vous le voyez là, un peu plus bas, là, mais en gros, dans les cas de vol simple, souvent c'était des vols à l'étalage, mais de méfaits, par exemple des graffitis, de fraude, de recel, là, les policiers pouvaient avoir recours à des mesures extrajudiciaires. Dans les autres contextes, ils ne pouvaient pas. Ce qu'on voit, en fait, il y a deux choses que je veux vous préciser. C'est que, puis là, je vous cache les variables qu'on a essayées qui n'avaient aucun effet, là, ou très peu d'effet. Il y a beaucoup plus de facteurs situationnels qui sont en importance. Il y a certaines mesures situationnelles, par exemple le moment de la journée, qui sont très cohérentes. Là. Donc, si une infraction est commise pendant l'après-midi, il y a plus de chances d'avoir recours à des mesures extrajudiciaires qu'à tout autre moment de la journée.
Dans la plupart des cas, en fait, c'est qu'il peut y avoir un effet très fort pour un des types de crimes, ouais, mais pas d'effet. On n'a jamais l'effet contradictoire, là. Par exemple, que ça augmente les proportions ou augmente les chances d'avoir recours à des mesures extrajudiciaires dans un cas, puis dans l'autre, ça les diminue. On n'a jamais ça. Donc, comment il faut le lire, c'est que la plupart des caractéristiques situationnelles ont un effet parfois sur un type de crime, plus rarement sur les deux, mais on n'a jamais des effets contradictoires. Ce qu'on voit aussi vers le bas du tableau, c'est que les caractéristiques de la personne impliquée, de l'adolescent impliqué, ont une forte influence sur le recours aux mesures extrajudiciaires versus judiciaires. Par exemple, l'âge. Ce qu'il faut comprendre, c'est que plus les adolescents étaient âgés, plus qu'ils étaient proches de 18 ans, disons, moins il y avait de chances d'avoir recours à des mesures extrajudiciaires. Deuxième variable, les antécédents. Donc, c'est clair que si l'adolescent avait des antécédents criminels là, que le policier voyait lorsqu'il faisait son enquête d'identification, ben, ça diminuait les chances qu'il y ait recours à des mesures extrajudiciaires. Puis les garçons, comparés aux filles, avaient moins de chances de bénéficier de mesures extrajudiciaires qu'une dénonciation en justice. Puis comme je vous le disais, par exemple, les antécédents, c'est un petit signe moins. Donc, c'est pas, oui, il y a une relation, mais c'est pas non plus nécessairement, dès qu'il y a des antécédents, il n'y a pas de mesure extrajudiciaire. C'était plus subtil que ça, plus nuancé que ça. On a fait le même exercice pour le type de mesure extrajudiciaire. Donc, dans ce cas-ci, si c'est un plus dans le tableau, plus de chances d'avoir obtenu un avertissement versus un renvoi. Ici, ben, je ne vous les ai pas encadrés, là, mais les résultats, puis je vais vous le répéter tantôt, là, mais les résultats nous suggèrent fortement que les caractéristiques individuelles n'avaient pas d'impact. Contrairement à ce qu'on a vu pour mesures extrajudiciaires versus dénonciation en justice, au moment de choisir le type de mesure extrajudiciaire, les caractéristiques individuelles de la personne ou de l'adolescent n'avaient pas d'impact significatif là, au sens statistique de la chose, mais les caractéristiques situationnelles en avaient beaucoup, particulièrement, vous le noterez, on pourra en discuter tantôt, mais le fait qu'une infraction ait été commise en codélinquance, donc à plusieurs, ça avait une grosse influence sur le type de mesure extrajudiciaire qui allait être accordée aux jeunes. Donc, je vais regarder le temps. Je ne suis pas si mal. À retenir, ben, c'est des choses que je vous ai déjà mentionnées. Donc, la majorité du temps, c'est des avertissements. Le taux était plutôt stable jusqu'à la fin de 2008. Il semble y avoir un début de baisse là, par la suite, mais je serais très intéressé de savoir si ça s'est avéré. Ensuite de ça, pardon, les catégories de crimes se distinguent quant aux prédicteurs les plus importants des décisions policières. Donc ça, je vous l'ai mentionné. La décision policière d'imposer une mesure extrajudiciaire ou de dénoncer est influencée, comme je vous le disais, à la fois par des facteurs situationnels et par des facteurs individuels ou les caractéristiques du sujet, ce qui n'est pas le cas pour le type de mesure. Et finalement, c'est la dernière diapo, c'est une série de questions. Donc, ce qui serait intéressant, de mon point de vue, c'est de voir comment ça a évolué depuis 2010. Donc, c'est clairement ce qui a un impact sur votre travail aujourd'hui. Ce n'est pas ce qui s'est passé au début du siècle, là. Très conscient de ça. Je vous l'ai dit d'emblée, mais ce qui est intéressant de voir, c'est comment la LSJPA a été mise en pratique. Donc, oui, il y a une loi, il y a de la théorie, mais comment ça s'est mis en pratique ailleurs que, par exemple, à Montréal, comme c'était présenté aujourd'hui. Et finalement, de façon plus générale, c'est pour faire le lien avec les deux présentations qui vont suivre, c'est comment la police elle peut s'insérer dans l'évaluation du risque qui est, on ne se le cachera pas, là, qui est nécessaire au fonctionnement du système judiciaire
de façon générale, mais particulièrement pour la gestion des infractions commises par des adolescents. Donc, je n'ai pas de réponse, mais je vous lance les questions comme ça. Je vous remercie de m'avoir écouté.